Dans le volet de droite, je cherche le modèle qui va mettre en place déjà certains éléments dans mon projet. Dans mon cas, c'est Blazor WebAssembly App. Next. Je donne un nom à mon projet qui va être Gestion des stages, suivi de mes initiales. Important. Next. Assurez-vous que votre framework ciblé est bien le .NET 5.0. Le type d'authentification que nous allons utiliser dans votre projet, ça va être les comptes individuels. Et cocher ASP.NET Core Host. Clic. Create. L'environnement est préparé. Dans le volet Solution Explorer à droite, si vous ne voyez pas cette fenêtre, allez dans View, clic, puis cliquez sur Solution Explorer. Je vais remonter en haut de la fenêtre de l'explorateur de solutions. Je vais contracter les deux projets qui ont été créés pour mieux voir l'architecture. On a la solution ici qui se compose de deux projets. Le projet client qui est en fait l'application qui sera envoyée chez le client sous forme de DLL, et vous avez aussi une partie de l'application qui est côté serveur, soit vos API. On peut rouler l'application, voir le résultat. Je m'en vais dans Debug, contrôle sans déboguer, ou bien contrôle F5. L'application tourne et avec le code complètement côté client avec des DLL. Il s'agit d'une application WebAssembly. Des exemples sont donnés avec le modèle qui a été installé. Pour Fetch Data, il faut d'abord se connecter car les données viendront de l'API qui, elle, est sur le serveur. Je pourrais aller faire Register et en cliquant sur Register, je me redirige vers le serveur réellement. Alors, je quitte l'application du côté client et je m'en vais sur le serveur et on me demande de créer un compte. Par ailleurs, pour créer un compte, je dois d'abord créer la base de données. Je retourne dans Visual Studio. Visual Studio, je vais d'abord ouvrir le Package Manager. Je clique dans la zone de recherche. Package. Clic. Comme vous le savez, je dois faire d'abord une migration et ensuite faire un update de la base de données. Je vais d'abord faire une migration. On s'assure qu'on est sur le projet côté serveur, car les modèles qui vont créer la base de données sont du côté du projet du serveur. On voit ici. Je m'en vais sur la ligne de commande. add-tab. Je choisis M, migration, et je donne un nom à ma migration. Guillemets, guillemets, version initiale. On sait que quand on passe cette commande add migration, un répertoire migration va se créer du côté du serveur avec les instructions pour créer éventuellement la base de données. Enter. Ça semble avoir été un succès. Je vais aller du côté de Data ici et on voit que le classeur migration a été créé avec des classes pour créer les tables nécessaires à la gestion de l'identification. Et si je clique sur le premier fichier qui a été créé, on voit le code C# qui s'y trouve va créer les entités ou les tables dans la base de données. À propos de la base de données, je ferme d'abord la migration, je m'en vais dans View, je m'en vais dans SQL Server Object Explorer. Si un tel message s'affiche, ne pas en tenir compte, le déplacer dans une fenêtre à côté. Allez dans SQL Server, cliquez sur l'icône qui vous permet de connecter ou d'ajouter un serveur SQL, juste ici, clic. Vous allez dans Local, puis vous cherchez l'instance qui se termine par SQL Express. Clic. Je vous invite à retenir le nom ici, car on va l'utiliser dans notre chaîne de connexion tantôt. Je cerne dans Server Name, je fais CTRL-C, je fais Connect. Je clique sur Database et la base de données qui va gérer mes utilisateurs va apparaître ici. Toujours dans le projet du serveur, je vais maintenant modifier la chaîne de connexion pour créer ma base de données et l'utiliser dans le volet de gauche, c'est-à-dire localement. Je m'en vais dans ppsettings.json, double-clic. Serveur, on a vu tantôt que c'était le nom de ma machine, /
backslash SQL Express. Je l'ai copié. J'enlève tout ce qui est après le égal jusqu'au point virgule. CTRL V. Le système se plaint parce que dans le nom de mon serveur, j'ai un backslash. Je vais donc utiliser un caractère d'échappement qui est la même chose que le backslash pour le soulager. J'en profite en même temps pour changer le nom ésotérique de la base de données qui est ici. Et après database égale, je vais faire supprimer et je vais garder gestion des stages, tout simplement. J'enlève mes initiales et je vais jusqu'au prochain point virgule. CTRL S. Je retourne dans le Package Manager Console. Je fais UPD, Tab, pour choisir Update Database, Enter. La base de données semble avoir été créée. Je m'en vais dans le volet de gauche, l'explorateur de serveur SQL. Sur Database, je fais bouton droit, Refresh, et la base de données a été créée. Je clique maintenant sur le petit triangle de la base de données et je m'en vais voir les tables. Et l'ensemble des tables pour la gestion des utilisateurs qui vont se connecter s'affiche. Celle qui va contenir les informations de mes utilisateurs va être ASP.NET Users. Je vais rouler à nouveau l'application avec CTRL F5. Je vais vérifier si la base de données fonctionne bien. Je vais aller dans Register. Je vais créer un nouvel utilisateur. Dans Email, je vais spécifier le suivant. 10 caractères, un caractère spécial, un chiffre, Register. L'utilisateur semble m'être inscrit. Je vais aller voir. Je reviens dans SQL Server. Je vais aller dans ASP.NET Users, bouton droit, View Data. Et en effet, l'utilisateur est ajouté. La seule chose, c'est que je ne peux pas me connecter parce que mon email n'est pas confirmé. Je retourne de retour dans le navigateur. Pour faciliter les choses, on clique ici pour confirmer le courriel. C'est évident qu'en production, ça doit être différent. Je clique. Le email est confirmé. Je retourne dans la base de données. Je vais faire un refresh. Le email est confirmé. Je retourne sur le site. Je vais faire login. Je ressaisis mes identifiants. Je fais login. Et je suis bien authentifié, on le voit ici en haut. Je peux maintenant faire Fetch Data qui appelle mon API, qui exige l'authentification. Je peux vérifier l'appel d'API avec F12. Dans Source, Network, je vais cliquer sur Counter, je vais cliquer sur Fetch Data, et on voit que l'API est appelée ici. Si je clique dessus, le header de mon API est ici, le code 200 est retour, je clique sur Réponse, et je vois ici et je vois les températures qui sont retournées en format JSON, qui viennent alimenter le tableau qui est ici.